Nous sommes donc de retour sur ce plateau. La matinale se poursuit jusqu'à 10h moins quelques minutes. C'est bien cela? C'est cela. Généralement. Et donc hier, on avait une thématique. Notre invité n'est pas arrivé. Et on se dit, la thématique, elle est tellement importante, il faut qu'on en parle. Et là, l'invité nous a rassurés. Il a dit, je serai là. Je serai sur le plateau avec vous. Parce que parler de l'héritage colonial en Afrique est quelque chose d'important pour nous, pour nos petits frères, arrière-petits frères, et arrière. Mais aussi pour ceux qui étaient là avant nous. Parce que, comme on dit souvent, l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Et souvent, elle est racontée par les vainqueurs. Donc, nous, on va se faire raconter l'histoire par un expert, un professionnel du domaine, puisqu'il s'agit de M. Ivora Mwangoy Omer Arsène. Vous êtes docteur en histoire, chercheur et écrivain. Bienvenue. Bienvenue, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Lorsqu'on est docteur en écrivain, c'est-à-dire qu'on fait quoi exactement? On est enseignant, on est professeur. Je sais qu'il y a des différences. Souvent, on est agrégé. Un docteur en écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quoi concrètement? Bon, lorsqu'on parle d'agrégé, là, il s'agit des grades universitaires, mais on peut être enseignant comme on peut être chercheur. Les deux ne vont pas souvent ensemble. Hein. On n'est pas obligé d'être docteur, écrivain ou enseignant, écrivain. Donc l'écriture, ça va souvent avec la recherche. Et donc, vous êtes docteur en histoire, vous faites quoi? Vous intervenez dans les universités? Oui, oui, dans les grandes écoles, dans les lycées parfois. Et je produis des ouvrages d'histoire, justement. D'accord. Histoire de façon générale, histoire africaine, gabonaise ou l'histoire souvent l'histoire ancienne dans l'Antiquité, les civilisations anciennes, et également l'histoire du Gabon. Jusqu'à présent, mes ouvrages ne portent que sur l'histoire politique du Gabon. D'accord. Elle est composée de quoi, cette histoire politique du Gabon? Brièvement, quels sont les faits majeurs de l'histoire politique du Gabon? Bon, il y a déjà l'indépendance. On a l'indépendance, nous avons les élections, l'organisation des premières élections, ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. On a les textes et lois qui ont été mis en place. On a les événements majeurs comme le coup d'État qu'il y a eu le 30 août 2023. Donc, c'est tout ça qui compose l'histoire. Donc, on a les événements, on a les acteurs. Voilà. Notre thématique du jour, c'est l'héritage colonial en Afrique, avec un accent particulier justement sur la place de la langue française de 1960 à nos jours. Que représente déjà pour vous un héritage? C'est quoi un héritage? Et on hérite de quoi très souvent? On peut hériter de manière générale, et on peut hériter de plusieurs choses. Dans le cadre familial, par exemple, on peut hériter des biens. Dans le cadre de la colonisation, comme vous dites, on peut hériter des faits de la colonisation, des faits culturels, justement, de la colonisation, comme les pratiques religieuses, langagières, comme, justement, vous avez parlé de la langue française. Hériter de quelque chose, c'est comment dirais-je, en des mots, des termes plus simples, hériter de quelque chose, c'est en quelque sorte bénéficier des choses ou des faits dont on n'est pas forcément, pas forcément le créateur, le producteur. C'est un certain patrimoine. Oui, oui, c'est un certain patrimoine. Voilà. Et donc, l'héritage n'est pas que bon? Non, non, non. On peut hériter aussi des torts, des défauts, des difficultés, des obstacles. Bien sûr. Comme je disais, dans le fait de la vie courante, pour parler du cadre familial en des termes plus simples, pour comprendre ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien, on peut hériter des biens, par exemple, d'un parent, comme on peut hériter de ses dettes. Donc là, nous avons quelque chose comme de l'actif. L'actif, voilà. Maintenant, nous, on veut parler de l'héritage colonial en Afrique. On a dit Afrique comme ça, mais sinon, en réalité, on va cibler le Gabon après. L'héritage colonial en Afrique. Aujourd'hui, quand on regarde cet héritage, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, est-ce que cet héritage est physique? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est idéologique? Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est dans la pierre? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est spirituel? On peut aller jusqu'à là-bas. Culturel. L'héritage colonial, là, on trouve ça où? On voit ça comment et on en parle comment? On peut en parler de plusieurs manières. Pour éviter de vous reprendre, tout ce que vous avez cité constitue justement les champs d'héritage de la colonisation. On a le spirituel,
comme on a le christianisme qui est arrivé dans la période coloniale, on a les pratiques, quand on voit comment nous cuisinons aujourd'hui, comment nous sommes vêtis, tout ça là, ce sont des éléments qui constituent l'héritage. La langue que nous utilisons aujourd'hui pour nous comprendre, c'est la langue française qui est justement l'un des éléments dont nous avons hérité de la colonisation. Donc l'héritage, c'est dans plusieurs domaines, hein, autant bien matériel qu'immatériel, sur plusieurs plans. Et comment on évalue cet héritage-là? Vous qui êtes docteur en histoire, finalement, lorsqu'on regarde cet héritage, parce que lorsqu'on hérite de nos parents, qu'on le veuille ou pas, je sais quand, ah là, papa m'a laissé quelque chose de bien, je suis fière de ce que papa m'a laissé. Ah non, là, je pouvais m'en passer, mais pourquoi j'ai hérité de cette dette de mon père? J'aurais pu m'en passer. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'héritage colonial sur le continent africain de façon générale et au Gabon en particulier, qu'est-ce qu'en tant qu'Africain, on se dit finalement? Bon, on peut être fier comme on peut déplorer le fait que cet héritage puisse empiéter sur ce qui constitue notre identité à nous. Donc, je ne vais pas me mettre sur le chemin de ceux qui pensent que tout ce que nous avons hérité de la colonisation est forcément mauvais, parce qu'à l'ère de la mondialisation, certains faits dont nous avons hérité de la colonisation nous permettent justement de mieux nous affirmer sur le plan international. Or, là où c'est déplorable, c'est parce que certains éléments qui constituent, nous, notre identité culturelle ont tendance à disparaître et à laisser place à tout ce qui a été hérité de la colonisation. Mieux s'affirmer sur le plan international, est-ce que ça n'aurait pas été plus légitime, si je peux emprunter ce mot, avec nos propres outils et notre propre identité? À quel niveau ressembler à une autre personne rend légitime ma place sur le plan de la mondialisation? D'accord. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un contexte où nous sommes dans des traités, dans des alliances, ce qui fait que pour atteindre une certaine place ou pour bénéficier de certains avantages, il faut être armé ou, comment dirais-je, il faut avoir des éléments de ressemblance. Je prendrai le cas pour ce qui est de la langue. Prenons l'exemple que les pays africains et européens qui collaborent aujourd'hui, chacun conservait sa langue. Donc au niveau de ce qui est de la communication, nous aurons eu des problèmes. Donc on peut garder ces éléments-là, mais pour ce qui est de nos éléments culturels, nous pouvons les conserver. Mais malheureusement, le contexte fait que nous devons parler l'anglais quand nous nous retrouvons sur certains terrains. Nous devons parler le français quand nous nous retrouvons sur certains terrains. Donc, c'est ça. Le problème, comme je le disais, c'est que ces éléments-là ont tendance à faire disparaître notre culture. Or, il aurait été mieux que ces outils-là qui nous servent, par exemple, à nous affirmer sur le plan international ne soient utiles que lorsqu'il s'agit de ces moments-là. Or, même lorsque nous ne sommes pas en train de collaborer ou lorsqu'il ne s'agit pas de partenariat, même sur le plan national, nous avons tendance toujours à les utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on a raté? Parce que qu'un père laisse quelque chose à son fils, on va dire ça, on n'a pas de choix, on a hérité. C'est comme ça. Mais nous, est-ce qu'on n'avait pas la force, la capacité de dire ça, on ne veut pas de ça ici? Si on n'a pas pu le faire au moment T, avec le temps, toutes ces années qui sont passées, plus de 50 ans après, on se retrouve avec ces boulets-là qui finalement étranglent notre développement, notre émancipation. Est-ce qu'on n'a pas eu les outils pour se dire c'est très beau votre cadeau, merci, merci, mais comme on a rompu le contrat, ça on en veut plus, ça aussi c'est bon. On n'avait pas suffisamment d'outils, suffisamment d'armes pour juste pour compléter, vraiment garder cette question, mais juste pour compléter, on a l'impression finalement qu'on a eu une culture faible. Bien. Une culture qui s'est faite piétiner dans l'histoire par une autre. On a été très passif. On a été très passif, on a accueilli les autres. Certains disent que c'est vraiment pas péjoratif ce que je veux dire. On avait des terres, ils avaient la Bible, ils nous ont demandé de fermer les yeux, et quand on a ouvert, ils avaient les terres et nous, on avait la Bible. C'est pas péjoratif, une fois de plus, ce que je dis, mais vous comprenez où je veux aller. Oui, Est-ce que donc, finalement, on n'avait pas une culture assez forte
pour pouvoir défendre ces codes et ces éléments et ces attributs au détriment d'une autre, finalement? Nous avons les éléments. Déjà, pendant les moments de la colonisation, il y a quand même eu des résistances. Hein. La pénétration coloniale n'a pas quand même été chose facile pour le colon. Mais quand on voit de 1960 à nos jours, là, on nous fait un peu porter la responsabilité, c'est-à-dire de ce dont quoi nous sommes aujourd'hui. On pourrait être excusable pendant la colonisation, mais pour ce qui est des années 60, lorsqu'on voit, par exemple, quand on évalue le problème culturel africain, à l'échelle africaine, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Il y en a qui, au décollage, au lendemain des indépendances, ont pris des initiatives, par exemple, pour dire que, bon, sous la colonisation, le colon avait prescrit des décrets qui faisaient que le français devait être parlé dans toutes les écoles. Mais après la colonisation, les États étaient en mesure de dire, bon, ça c'était avant la colonisation, maintenant que nous sommes, ça c'était pendant la colonisation, maintenant que nous sommes indépendants, il est temps peut-être de mettre en place une langue vernaculaire nationale. Il y en a qui ont adopté le français comme langue nationale, par exemple, pour prendre l'exemple du français. Le français, ils l'ont pris comme langue nationale, mais à côté, ils ont mis leur langue. D'autres, au Cameroun, à côté, ils ont mis l'anglais et le français. Or, chez nous, la Constitution de l'article 2 de la Constitution du 23 juillet 1995, elle disait qu'elle reconnaissait le français comme langue nationale sans pour autant marginaliser les langues locales. Or, peut-être que si à ce niveau, on avait fait l'inverse, on serait mieux outillé sur le plan de nos langues. Donc, on avait les éléments, mais au lendemain des indépendances, nous n'avons peut-être pas mesuré la gravité à long terme. Nous n'avons pas mesuré les conséquences que conserver certains éléments de la colonisation devait avoir à long terme, selon quoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Mais ce n'est pas une situation générale. Il y a certains pays d'Afrique qui, même il y a les 5-10 dernières années, sont tentés de prendre des mesures pour dire, bon, ce que nous avons là dans les universités, que ce soit la manière de se vêtir, les langues qui sont désormais enseignées, désormais on va mettre en avant nos cultures. Simplement que le phénomène n'est pas encore généralisé. Au lendemain des indépendances, on n'a pas pu rompre ce lien-là, mais de l'eau a coulé sous le pont. Il y a la mondialisation, le monde bouge, les choses avancent. On a finalement pris les armes que, ces personnes en face nous ont données pour savoir réfléchir par rapport à ce qui est appelé modernité et tout ça. Et on ne comprend toujours pas où on traîne encore le pas en se disant on a tout le temps devant nous. Il y a quand même des efforts. Hein. Il y a des efforts qui sont faits. Le problème, c'est que ces efforts-là ne sont pas valorisés. Il y a plusieurs chercheurs qui... sûrement au temps où j'étais encore sur le banc de l'école primaire, publiait déjà des ouvrages, commençait à attirer l'attention sur l'importance de mettre en avant notre culture. Mais le problème, c'est que nous avons fait de cet héritage-là, c'est devenu une habitude pour nous. On a du mal à s'en défaire, à tel point que lorsque vous voulez mettre en avant vos cultures, ou bien parfois mettre de côté ce dont on a hérité du colon, vous êtes mal perçu dans certains milieux. Donc c'est cette difficulté. Ce n'est pas que les scientifiques ou le gouvernement décident de dire que non, nous, on a déjà ça, on ne va pas faire d'efforts. Non, il y a des efforts qui sont faits, aussi bien par les enseignants-chercheurs, aussi bien dans le cadre familial, par le gouvernement, mais sauf que ces efforts-là ne sont pas, si je peux le dire ainsi, à la hauteur de ce qu'on attend, de ce qu'on souhaite. Parce que l'heure est quand même grave quand il s'agit de l'identité culturelle. L'heure est quand même grave. Ça, et dans ce cas, qu'est-ce que nous, on laisse à nos enfants? Puisqu'on a du mal à se défaire de l'héritage qu'on a reçu, parce que c'est un peu compliqué. Il y a des conditions extérieures aussi qui mettent leur poids. Mais la réalité, c'est que nous aussi, on doit laisser quelque chose à nos enfants. Ce qu'on va leur laisser là, est-ce que ça vient de nous ou finalement, c'est l'héritage colonial qui, depuis là, va de génération en génération. Et finalement, c'est notre identité culturelle, spirituelle, architecturale, je ne sais pas, qui va disparaître au final. Qui tend vraiment à disparaître. Oui, comme je le disais, il y a des efforts qui sont faits. Mais quand on parle d'identité, il ne faut pas attendre les changements seulement de manière générale sur une décision gouvernementale, par exemple. Si vous avez certaines pratiques culturelles,
hein, que vous maîtrisez, vous pouvez déjà le transmettre à vos enfants, le peu que vous savez, parce que nous sommes sûrement tous des victimes de ce fonctionnement-là. Hein. Certains d'entre nous ne parlent pas leur langue culturelle, pas forcément parce qu'ils ne veulent pas. Je prends l'exemple, un enfant qui grandit avec... qui naît étant petit au village, quand il vient en ville pour chercher le travail, on va lui dire que si tu parles ta langue, ben, on va se moquer de toi. Il va commencer à parler le français et après il faut trouver du travail, ça devient une langue d'insertion sociale et ce n'est souvent pas sa faute. Il arrive en ville, lui il va faire des enfants qui, eux, ne vont pas grandir dans le même cadre que lui où il a appris certains mots. Donc c'est chacun à son niveau, pour le peu qu'il connaît, il peut déjà faire l'effort de dire, bon, ça moi je n'ai pas connu parce que je suis une victime du fonctionnement, l'héritage colonial, mais pour le peu que je connais, il faudrait que mes enfants, eux, ils apprennent ça. Donc c'est vraiment chacun est acteur à son niveau. Il ne faudrait pas qu'on attende un décret gouvernemental ou bien une assemblée pour dire, bon, à partir, on va faire ça. Non, c'est petit à petit. Une fois on a pris conscience de dire, non, nos enfants, on va laisser quoi? Tout le temps à disparaître, mais chacun à son niveau peut faire des efforts. Vous êtes docteur en histoire, chercheur et écrivain, et aujourd'hui, donc, on parle de la place de la langue française de 1960 à nos jours, en parlant donc bien sûr de l'héritage colonial en Afrique, une langue française dont les politiques de promotion et d'intégration et de diffusion étaient quand même intenses depuis l'époque coloniale, très intenses, au détriment de ce que nous, on avait comme langue locale ou maternelle, parce qu'encore une fois de plus, il faut le rappeler que vernaculaire est un mot péjoratif, très péjoratif. Les langues dites vernaculaires sont des langues dites dénouées de sens. Et nos langues sont toutes sauf dénouées de sens. Aujourd'hui, on a dit que nos langues étaient vernaculaires. Ça aussi, c'est des propos de la colonisation. Très bien. Leur langue vernaculaire. Très bien. Mais au détriment de cette promotion de la langue française qui, finalement, fait aussi la promotion de l'intégration. Vous ne parlez pas français, on ne va pas se comprendre. Vous venez le dire. Vous ne parlez pas français et en temps vous revenez d'Oyem, de Makoko, de je ne sais où. On ne va pas essayer de vous comprendre ici, là, pour travailler. Ici, il faut parler français. Les armes aujourd'hui que nous avons pour remettre à l'honneur nos langues maternelles, nos langues locales, c'est lesquelles finalement? Les langues maternelles, les outils? Oui, les outils que nous avons. Voilà. Pour remettre en avant nos langues. Bon. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Vous savez, quand on a quand même une diversité culturelle comme au Gabon, le problème serait déjà de dire on va prendre pour qui, on va laisser pour qui. Donc peut-être essayer à ce niveau de rassembler les gens pour essayer de voir, parce que les langues quand même, quand on voit les deux groupes de langues, on a les langues parlées par nos frères, enfin pas nos frères, par les pygmées et celles bantoues. Or, il y a souvent des éléments de ressemblance dans le parler de chaque langue. Donc, les ethnologues, les scientifiques, tout le monde pourrait déjà s'asseoir pour dire, bon, est-ce qu'il n'est pas... nous avons tous les outils. Hein. Pour moi, c'est une question de volonté. Nous avons tous les outils qui nous permettent, les mêmes outils qui nous permettent d'apprendre et de véhiculer les langues étrangères, sont les mêmes outils qu'on peut utiliser pour essayer de mettre en avant nos valeurs, nos cultures. Avant de nous séparer rapidement, la question de l'internaute, c'est celle de Odile. Zaz, vous avez 40 secondes. Elle dit, et la façon, et de qui avons-nous hérité la façon de gouverner nos États africains? Bon, je ne suis pas un gouvernant. Ce que nous avons hérité, souvent la manière dont les gens gouvernent les États sont le résultat des fonctionnements des institutions. Or, nous avons hérité de certaines institutions, mais le fait que chez les autres, ça fonctionne bien, encore que dire que ça fonctionne bien, c'est parce que dans les médias, peut-être qu'on ne nous montre que ce qui fonctionne, que ce qui est bien chez eux, parce que ce sont des chaînes qui vont à l'international, mais dans tous les modes de gouvernance, il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites, il n'y a pas un gouvernement, que ce soit les démocraties, que ce soit les dictatures, où on va dire que tout va mal. Mais l'important, c'est de quand on remarque un fonctionnement n'est pas bon, un système n'est pas bon, quand on voit qu'une institution par rapport aux réalités qui correspondent, aux éléments qui correspondent aux réalités de la vie sociale, on peut essayer d'améliorer, de changer les modes de gouvernance, comme je vois, ça se fait derrière moi.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Ivoura Mwangoy Omer Arsène. Nous rappelons que vous êtes docteur en histoire, chercheur et écrivain. Vous étiez sur ce plateau parce que nous avions une thématique très importante à aborder ce matin, à savoir l'héritage colonial en Afrique. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci on se dit à très vite. Nous, on va retrouver Christella Mondio avec son invité de la matinale.